Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui se rapporte aux tentatives d'ingérence de certaines organisations internationales de défense des droits humains dans les affaires internes des États sous prétexte de défendre les droits de l'homme, Amnesty International comme modèle. Chers téléspectateurs, jour après jour se manifeste l'hostilité de certaines organisations internationales de défense des droits de l'homme contre un certain nombre de pays et leurs institutions, y compris le Maroc. Car ces organisations tiennent de temps à autre à trouver des prétextes de défense de l'être humain et ses droits, mais en fait, ce sont des tentatives répréhensibles de désinformation à l'égard de certains États. Le rapport de l'une de ces organisations de défense des droits de l'homme met en cause la responsabilité de l'État marocain dans l'espionnage d'un journaliste grâce à une technologie israélienne, ce qui a été démenti par les autorités marocaines, confirmant que le journaliste qui fait l'objet d'une enquête du parquet général marocain est soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'obtention de fonds étrangers provenant d'agences de renseignement. Il a également été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir porté atteinte à la justice. Quels sont donc les rôles des organisations intergouvernementales et ont-elles le droit de s'ingérer dans les affaires internes des États sous prétexte de défendre les droits de l'homme? Pour discuter de ce sujet et approfondir le débat sur ces différents aspects, je suis honoré d'inviter Ala Chalabi, président de l'Organisation arabe des droits de l'homme et membre du Comité national pour l'examen périodique et universel des droits de l'homme des Nations Unies. Bonsoir à vous. Je suis également honoré d'inviter Essam Chiha, secrétaire général de l'Organisation égyptienne des droits de l'homme et avocat à la Cour de cassation égyptienne. Bonsoir. Monsieur Ala Chalabi, quelles sont les dimensions du rôle des organisations internationales de défense des droits de l'homme? Les organisations des droits de l'homme, qu'elles soient locales, régionales ou internationales, sont des organisations qui parrainent, d'une manière ou d'une autre, selon la spécialité qui est la leur, liée à la défense d'un genre des droits de l'homme. Il existe des organisations s'occupant de la protection et du respect des droits de l'homme, comme l'Organisation arabe pour les droits de l'homme que je supervise, et comme Amnesty International. Ces organisations exercent un certain contrôle du respect des droits de l'homme et dressent un bilan de la situation des droits humains dans de nombreux pays. Pour nous, dans l'Organisation arabe, notre contrôle concerne les pays arabes. Quant à Amnesty International, elle s'occupe presque de tous les pays du monde. Je pense qu'il existe de nombreuses organisations arabes de défense des droits de l'homme. En principe, l'Organisation arabe pour les droits de l'homme est la principale organisation, car elle est la plus ancienne et la plus grande et dispose de 3 branches institutionnelles situées au Maroc, telles que l'Organisation marocaine des droits de l'homme, et je mentionne ici Feu Abdelrahman Yousfi, le ministre qui occupait le poste de vice-président de l'Organisation arabe pour les droits de l'homme, et occupait également le poste de Premier ministre du gouvernement de l'alternance au Maroc en 1998. Ce gouvernement a vu naître un ministère des droits de l'homme qui a réussi à réaliser une série importante de réformes, comme le développement du Conseil national des droits de l'homme, ses compétences et ses pouvoirs, et faire un saut qualitatif dans le domaine de la législation, conduisant à une réconciliation. C'était donc une période dorée qui a vu la réalisation d'une grande révolution dans le domaine des droits de l'homme au Maroc. Les organisations de défense des droits de l'homme exercent en général un certain contrôle sur la manière dont la protection des droits de l'homme est assurée en premier lieu, puisqu'il existe un but commun entre les gouvernements et les organisations de défense des droits de l'homme pour parvenir ensemble à faire évoluer la situation des droits de l'homme, servant ainsi les intérêts des citoyens, de la société en général et dans l'intérêt de l'État également. Quel regard portez-vous sur le rôle des organisations internationales de défense des droits de l'homme? Admettons d'abord que les organisations internationales de défense des droits humains adhèrent à un ensemble de normes internationales leur permettant, dans de nombreux cas, de suivre ce qui se passe dans les États. Notons également que la plupart des pays arabes, dont le Maroc, sont signataires de la Charte universelle des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels, ce qui signifie que ces pays permettront nécessairement à ces organisations de faire valoir leurs prérogatives. Cependant, la crise se manifeste en l'absence d'une certaine objectivité et neutralité, parfois dans certains rapports publiés par certaines organisations internationales de défense des droits de l'homme. Dans de nombreux cas, nous constatons l'emploi de doubles mesures, malgré que la plupart des organisations internationales de défense des droits de l'homme
est une bonne réputation, mais on est parfois obligé de chercher le principal bailleur de fonds du rapport publié. Cependant, j'imagine que ces organisations internationales n'ont pas mis en place une communication directe avec les institutions gouvernementales, et je pense que les rapports publiés pourraient faire l'objet d'une rectification si une communication directe était de mise avec les institutions étatiques. Je veux dire que dans ce cas d'accusation dirigée contre le gouvernement marocain, Amnesty International aurait dû communiquer directement avec le gouvernement marocain avant de procéder à la publication du rapport. Parfois, les rapports de ces organisations anticipent sur les événements et il s'avère qu'elles se sont appuyées sur des informations fausses fournies par certaines organisations, individus et partis qui ont des divergences de vues avec le régime et qui cherchent des intérêts ou servent d'autres partis. Amnesty International a adopté une certaine hostilité à l'égard du Maroc et ses rapports ont toujours marqué une ingérence flagrante et franche dans les affaires du pays. Ces rapports nuisent également à l'image du Maroc. Peut-on considérer ces actions comme une violation de l'accord de cette organisation au niveau de la coopération avec le Royaume? Nous sommes une ancienne organisation qui travaille dans le domaine de la protection des droits et souvent on a vécu des crises avec certains gouvernements arabes, mais elles ont été abordées par le dialogue parce que nous sommes principalement attachés à cette dynamique. Nous n'avons jamais voulu créer de scandale et nous avons donc pu faire face à ces crises principalement parce que nous, en tant qu'organisation arabe, sommes convaincus par l'idée de la solidarité arabe et nous comprenons la nature des conditions et des sensibilités des pressions internationales et des politiques néocoloniales. Par conséquent, nous engageons toujours un dialogue avec les gouvernements d'une manière plus accessible et plus simple que les organisations internationales, ce qui conduit à régler tout problème. Amnesty International, elle aussi, est une ancienne organisation qui a une réputation et une crédibilité. Les États commettent des erreurs, mais ce qui est important, c'est de travailler pour traiter et corriger ces erreurs. Amnesty International a bien interagi avec les dossiers marocains des droits humains pendant de nombreuses années, en particulier depuis 1999, lorsque le Royaume a pris des mesures positives dans tous les domaines des droits humains, notamment en adhérant aux conventions internationales, en renforçant les structures institutionnelles et en créant un ministère des droits de l'homme, puis le Conseil national des droits de l'homme en le dotant de pouvoir et la mise en pratique des actions de l'instance équité et réconciliation, ainsi que l'amendement constitutionnel de 2011, ce qui a été considéré comme une réforme profonde et globale, supervisée par Sa Majesté le Roi. Nous parlons donc d'étapes importantes et décisives, et il est donc naturel pour n'importe quel pays du monde de rencontrer des difficultés lors de son chemin de réforme structurelle, obligeant l'État à bien gérer ce problème et à le résoudre, puis à en assumer les responsabilités en faisant face aux dommages en cas de victime. Si l'État déploie ses efforts dans ce sens avec une sorte de transparence et d'interaction positive, la question sera beaucoup plus facile pour les organisations de défense des droits de l'homme. Le Maroc est riche d'une grande expérience et dispose d'importantes ressources humaines dans le domaine des droits de l'homme grâce aux efforts de Sa Majesté le Roi qui a pris plusieurs décisions à ce titre et a nommé des militants des droits de l'homme comme ambassadeurs dans des pays occidentaux. Toutes ces décisions s'avéraient importantes et essentielles. Le Maroc compte beaucoup de juristes et experts capables de former un canal de dialogue sincère entre la direction d'Amnesty International et le gouvernement du pays, au cas où la communication fait défaut. Il est donc facile pour le Maroc d'agir dans le domaine des droits de l'homme en mettant en place des canaux de prise de contact au cas où un problème de ce genre allait surgir, connaissant donc les experts marocains qui sont également membres de l'organisation arabe. Dans ce contexte, le Royaume fait face à ces accusations et à une campagne de diffamation injuste menée par Amnesty International. Je vois cette position comme une réaction normale. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une campagne de diffamation contre le Maroc. Le gouvernement ne peut être dans la provocation. Quant à l'entente entre les deux parties, comme je l'ai dit, il est toujours possible à établir. Un gouvernement peut exprimer sa colère vis-à-vis d'un rapport ou un autre. Le gouvernement égyptien a également reproché à plusieurs organisations internationales le contenu de certains rapports.
Oui, y compris l'Égypte, où des problèmes surviennent avec certaines organisations internationales qui émettent des rapports loin d'être dans une dynamique de dialogue avec les autorités compétentes. Ces organisations peuvent engager des discussions superficielles avec les autorités au sujet de certains incidents et publient ensuite un rapport basé sur une enquête secrète, sachant que l'enquête secrète est incohérente avec le domaine des droits de l'homme. Soit que le rapport est réalisé par une seule personne, dans ce cas, les organisations avancent qu'il a été effectué par un comité d'experts. En fait, il y a un déséquilibre au niveau des normes et ceci engendre certains problèmes, mais je répète une fois de plus que l'échec est une responsabilité partagée et que les gouvernements ont donc le pouvoir d'opter pour une dynamique de dialogue et de transparence. Si les gouvernements n'adoptent pas ces moyens, ils seront dévoilés et c'est ici que réside l'idée de la responsabilité partagée. Il existe des canaux de communication très modérés entre le côté national marocain des droits humains et Amnesty International. Du coup, une solution à cette crise peut être trouvée. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Essam Shiha, l'Inde a fait l'expérience d'une ingérence dans ses affaires internes et à l'utilisation d'argent de sources inconnues par Amnesty International pour financer des activités sur son territoire. Le gouvernement indien a déclaré que l'organisation avait violé les lois internes en finançant des ONG et des journaux indiens, le tout avec preuve à l'appui de transactions et envoi de fonds à des ONG en Inde. Comment expliquez-vous cela? Le gouvernement indien a le droit de s'opposer à ces activités sur son territoire. De même, l'Organisation des droits de l'homme a le droit de demander au gouvernement indien de fournir des preuves et l'Inde, à son tour, jouit du droit de demander aussi à cette organisation de fournir des preuves. L'idée d'une coordination et d'un travail conjoint est nécessaire. Or, c'est ce qui fait défaut dans les relations avec les organisations internationales, surtout lorsqu'elles reçoivent les informations d'une seule partie, en l'absence de neutralité et d'objectivité quant à la publication des rapports. Le Maroc, à son tour, a insisté pour qu'Amnesty International réponde officiellement par des preuves à ces accusations d'espionnage du journaliste qui sont infondées. Je pense que l'Inde a le droit de publier son propre rapport et que l'organisation d'Amnesty International a le droit de demander au gouvernement indien des preuves. Car si ces accusations sont correctes, elles porteraient atteinte à la réputation d'Amnesty International. D'autant plus que l'Inde est un pays qui jouit d'un grand poids politique à l'échelle internationale, et en particulier au niveau des pays non alignés. Je veux également entendre votre avis à Chalabi concernant cette affaire. Franchement, cette question de financement est considérée comme un vrai problème dans le monde entier. Et je pense que mon collègue, le professeur Essam, est d'accord avec moi concernant cette idée de transparence totale, ce qui signifie que la question du financement doit faire l'objet de contrôles transparents et que les lois internes doivent réglementer cette problématique du financement dans le cadre de mesures spécifiques et claires, simples et sans ambiguïté, afin d'éviter tout type d'abus. Les organisations doivent adhérer à ces mesures de manière directe, car il n'est pas raisonnable pour une organisation d'appeler à la démocratie, à la transparence et à l'action collective, sans que cela ne se reflète dans son activité. À mon avis, violer la transparence et obtenir des fonds dont la provenance n'est pas claire constitue un danger. À ce titre, il existe de nombreuses expériences dans la région arabe ayant montré malheureusement l'ampleur de ce danger.
Par conséquent, nous avons été contraints d'exiger que ces organisations arabes publient les sources de leur financement sur nos sites web, dans le cas où ils n'ont pas leur propre site web, puisqu'on se considère comme l'organisation mère et la référence dans le monde arabe, d'où notre responsabilité morale de protéger toutes ces organisations, de les soutenir, de les encourager et de les aider en cas de difficulté. Mais nous leur recommandons toujours de faire attention quant à la gouvernance démocratique interne, à la transparence et à la clarté des financements et des dépenses par la publication de rapports financiers et comptables, afin d'éviter toute accusation de la part d'une partie invoquant l'existence d'écarts, de manquement ou d'absence de neutralité, et éviter du coup l'idée de gestion personnelle des institutions, puisque ces dernières sont gérées collectivement, éloignant ainsi toute décision unilatérale. Par conséquent, tout travail doit respecter des normes strictes et objectives au sein des organisations. Par exemple, nous, au sein de l'Organisation arabe des droits de l'homme, nous avons 5 niveaux d'autocontrôle. L'Assemblée générale, le conseil d'administration, l'organe exécutif, le trésorier et l'auditeur, et du côté financier, nous nous engageons à publier tous les documents relatifs aux ressources et aux dépenses. C'est dans le même contexte. Oui, c'est une forme d'autoprotection et de transparence. Le contrôle est pratiqué également par le leadership collectif et la démocratie interne, de sorte que la décision soit le produit d'un consensus basé sur une vision, loin de celle individuelle véhiculée par une partie ou une autre. Il existe beaucoup d'accusations selon lesquelles Amnesty International a perdu sa crédibilité en publiant des rapports basés sur des sources anonymes, usant ainsi de double mesure. Ce que vous avez déjà mentionné, s'agissant des traitements des affaires et des rapports contradictoires. Il est indiscutable que les rapports de certaines organisations internationales sont sans fondement et sans preuve tangible. Mais ces organisations répondent aux critiques et corrigent leurs erreurs. Amnesty International, par exemple, s'est débarrassé de près de 90% de son effectif à tous les niveaux lorsque plusieurs accusations ont été portées contre elle. Parfois, même si les rapports de cette organisation incluent une forme de préjugés, de double standard et de soutien à une certaine idéologie ou une tendance politique, elle accepte les critiques dans tous les cas. Par conséquent, nous devons l'obliger à fournir des preuves de ce qu'elle prétend et présenter nos rapports sans pour autant attaquer ces organisations. Elles doivent fournir des preuves. Si l'organisation est traitée de la sorte, les faiblesses du rapport publié seront révélées. Or, cette façon de faire n'est pas mise en pratique. Les gouvernements arabes ne communiquent pas correctement, sachant qu'une bonne communication les obligerait à être méthodiques et professionnels et à respecter la vie privée. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais dans ce même ordre d'idées, le Premier ministre marocain a adressé une lettre à Amnesty International, lui demandant de répondre officiellement par des preuves matérielles de ce qu'elles avancent comme accusation. Des preuves que Rabat a exploité une technologie israélienne, cela voudrait dire qu'il existe un certain dialogue entre les deux parties. Je suis d'accord avec Ala Chalabi lorsqu'il dit que le Royaume du Maroc a une très large expérience en matière de droits humains et qu'il peut gérer cette crise d'une manière très professionnelle grâce à son expertise et à ses relations. Au sujet de la publication de ce rapport et la demande marocaine à Amnesty International de présenter ses preuves, je pense que la procédure marocaine est juste et correcte. Peut-être que l'organisation a commis une erreur en ne communiquant pas sérieusement avec les institutions de l'État marocain. Mais le gouvernement marocain, en utilisant cette démarche, a pris le bon cheminement et a mis l'organisation en difficulté
en la forçant à une réponse neutre et objective sur la manière dont elle a obtenu ces informations, ses sources et l'étendue de son impartialité. L'Égypte a également publié de nombreux communiqués qui rejettent les accusations sans équivoque d'Amnesty International et Human Rights Watch et d'autres organisations, en publiant plusieurs dénonciations de l'Organisme général de l'information et du ministère des Affaires étrangères, puisque nous avons constaté une campagne basée sur des préjugés contre l'Égypte. Oui, malheureusement, nous avons vécu des événements complètement inconfortables et le gouvernement égyptien a une part de responsabilité dans son incapacité à interagir à un certain stade, comme si l'Égypte n'était pas concernée par les prétentions de ces organisations. Et ceci a conduit à des accumulations difficiles jusqu'à l'automne 2017, lorsque l'État a commencé à adopter une ligne différente et à interagir positivement et répondre aux accusations. En rejetant ces accusations, Exactement. Malheureusement, nous avons vécu un niveau d'hostilité terrible et sa gestion est devenue quelque peu difficile. Il est également accompagné d'un échec technique avec de nombreuses organisations internationales, dont Amnesty International. Car le problème d'Amnesty International résidait dans son personnel et ses responsables du dossier qui sont devenus nos adversaires puisqu'ils marquaient des tendances politiques et exprimaient une certaine hostilité à la République égyptienne. Cependant, de nos jours, l'État égyptien traite ces dossiers-là en répondant à ces organisations. À ce titre, Dia Rachouane a présenté une expérience très intéressante. c'est le président de l'Organisme général de l'information et le représentant des journalistes égyptiens. Oui, c'est le représentant des journalistes égyptiens. En fait, il a présenté une expérience très intéressante à travers les réponses aux accusations. Il est donc devenu la cible de ces organisations parce qu'il représente l'État égyptien. Monsieur Dia a commencé à traiter ces accusations et à y répondre, et quand une crise se produisait, il réagissait rapidement. Je vois que cette démarche servira beaucoup l'État égyptien, faisant la différence et inclinant la balance en faveur de l'État égyptien après qu'elle l'était contre lui. Cependant, le gouvernement égyptien a encore quelques démarches à mettre en place. En fait, le Maroc a rejeté ces accusations sans équivoque et le Royaume a reproché à cette organisation d'avoir failli au devoir de neutralité, mais l'organisation n'a pas répondu. Comment comprendre que l'organisation d'Amnesty International n'ait pas répondu à la demande des autorités marocaines en fournissant des preuves de ces accusations graves et infondées? Franchement, je pense que le gouvernement marocain doit traiter directement avec l'organisation d'Amnesty International et sa direction, voilà. Et selon la nature structurelle de l'organisation, je n'imagine pas que les membres de la branche locale parlent au nom de l'organisation, mais ils disposent d'une simple affiliation. Malheureusement, le temps nous presse à la fin de cet épisode. Merci infiniment. Nous remercions également M. Essam Chiha, le secrétaire général de l'Organisation égyptienne des droits de l'homme. Chers téléspectateurs, notre rendez-vous se renouvellera la semaine prochaine. À bientôt.